On parlait Benjamin Cauchy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller en communication. Kevin Bossuet, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes vous-même prof d'histoire et vous intervenez sur Valeurs Actuelles et sur Sud Radio. Et puis Valérie Gomez-Bassac, bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes député La République En Marche du Var. On est également en direct avec Maxime Repère, qui est professeur d'histoire géographie. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. C'était intéressant d'avoir votre regard justement sur ce sondage, mais surtout de sortir de la théorie et de parler du concret. Vous êtes prof d'histoire. Est-ce que il vous arrive aussi de vous censurer, de faire attention à la façon dont vous parlez ou de ne pas aborder certains sujets? Alors oui, bonjour tout d'abord, bonjour à tous. Oui, ça m'arrive non pas de m'auto-censurer, mais de faire très attention à ce que je dis. J'ai enseigné en collège, je suis actuellement en lycée, j'ai déjà vécu des situations où voilà, des parents d'élèves ou des élèves m'interpellaient sur des propos ou sur des chapitres voilà, que j'enseignais. Donc il faut se poser en fait la question au-delà de l'autocensure sur le fait de faire attention ou pas à ce que l'on dit, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a plusieurs choses. Il y a la réaction des élèves, certes. Vous avez aussi la réaction des parents. Et puis, au-delà de ça, le soutien ou non de l'administration, puisque cette question de l'autocensure, je pense, est à mettre en corrélation avec la notion de pas de vague. Voilà, notamment sur des thèmes qui sont très sensibles, dont voilà, la question religieuse. Vous dites que vous faites très attention à ce que vous dites sur certains sujets, qui vous arrivez parfois de sentir que certains thèmes dérangeaient. On peut être précis sur ces thèmes? Sur quoi vous avez eu des problèmes, par exemple? Je vais vous donner un exemple très simple. Quand j'enseignais donc en collège, j'évoquais donc l'épisode de l'Hégire, donc la fuite de Mahomet. Et là, par exemple, j'ai un élève qui m'a interpellé en me disant « Oui, mais monsieur, Mahomet, c'est pas un lâche, il fuit pas. » C'est pas un lâche, parce que j'avais employé le terme fuite. J'ai un autre exemple où, par exemple, des parents avaient demandé un rendez-vous avec moi pour comprendre pourquoi en classe de 5e, j'enseignais donc la civilisation musulmane. Voilà. Et pourquoi pas les autres civilisations, donc voilà, le christianisme. Voilà, pourquoi est-ce que les autres religions n'étaient pas abordées en classe de 5e et pourquoi je faisais la civilisation musulmane. Donc ce à quoi j'ai répondu que, eh bien, à cette époque-là, dans les programmes, on faisait le christianisme en classe de 6e et le judaïsme également, tout en précisant que je ne faisais pas une histoire religieuse, mais une histoire des religions, des civilisations, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Maxime, est-ce que vous avez même si vous n'êtes pas très vieux, mais est-ce que vous avez le sentiment que la situation s'est tendue ces dernières années et que c'est de plus en plus compliqué d'aborder ce type de sujet? Bien écoutez, moi je le vois à plusieurs niveaux. Je le vois moi en tant que professeur, je le vois aussi d'un point de vue syndical pour le SNALC, parce que voilà, j'ai également cette casquette-là. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des choses que l'on ne maîtrise pas, que l'enseignant ne maîtrise pas, au niveau de l'actualité, bien entendu, mais aussi au niveau des réseaux sociaux. Et puis, il y a ce phénomène de pas de vague qui, malgré ce que peut dire le ministre à ce sujet, est toujours en vigueur. Voilà, il y a des questions très sensibles. Tout va dépendre dans les établissements si les enseignants se sentent soutenus ou non par le chef d'établissement. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est le soutien de la hiérarchie. Restez avec nous. C'est pas toujours le cas. Ouais, on va en parler dans un instant du soutien de la hiérarchie. Restez avec nous, Maxime. On a Kevin Bossuet qui est avec nous, qui est également professeur d'histoire. Kevin, est-ce que vous aussi, ça vous arrive de sentir des tensions et de vous auto-censurer? Alors évidemment qu'il y a des tensions en classe. Alors moi je ne parle pas, si vous voulez, d'autocensure. Disons que je fais attention à la sensibilité de mes élèves. Évidemment j'ai des élèves majoritairement musulmans. Je vais leur parler de telle manière à ce qu'ils ne prennent pas mal mes propos.
niveau. Alors, je ne parle pas d'autocensure, je pense que c'est normal de s'adapter à son public, parce que moi, mon rôle, c'est la pédagogie, c'est de transmettre les choses, donc autant transmettre les choses de manière un peu plus apaisée. Alors, c'est vrai qu'il y a des dérives communautaires qui ont envahi l'école de la République. Déjà en 2004, le fameux rapport Aubin, vous savez, ce haut fonctionnaire de l'éducation nationale qui avait mis en avant cela, qui évoquait notamment que dans certains établissements, il y avait de gros problèmes. Il évoquait l'exemple d'un père de famille qui avait été voir un professeur d'histoire-géographie qui lui avait demandé de ne pas parler de Jésus en classe. On parle également beaucoup de l'histoire-géographie. C'est vrai que nous, on a des sujets sensibles, mais ça ne touche pas que l'histoire-géographie. Dans ce rapport Aubin, il y avait par exemple le professeur de mathématiques qui se faisait alpaguer, si vous voulez, parce qu'il faisait utiliser à ses élèves des symboles qui ressemblent à des croix chrétiennes. Je veux dire, on en est aujourd'hui là. Et c'est vrai que dans toutes les disciplines, c'est la même chose, que ça soit en sciences et vie de la Terre, quand on parle des relations sexuelles, c'est le programme de 4e, ou quand on parle évidemment de l'origine du monde. C'est le cas également en éducation physique et sportive, où on rencontre de gros problèmes, notamment lors du ramadan, où il y a des élèves, par exemple, qui refusent d'aller à la piscine de peur de boire la tasse et de casser leur ramadan, ou même en lettres, où quand vous évoquez des auteurs comme Voltaire, des auteurs des Lumières, qui contrecarrent évidemment toutes les valeurs religieuses, ça pose de gros problèmes. C'est intéressant ce que vous dites, Kevin, parce que ça en revient presque à la notion de professeur. Parce que quand je vous entends, vous me dites, moi je fais attention à pas trop bousculer, à pas choquer les élèves. Mais est-ce que le rôle du professeur, c'est pas aussi de bousculer les élèves, de les choquer et d'aller à l'encontre parfois de ce qu'on leur apprend dans leur famille? Parce que parfois on leur apprend des choses, et à nous aussi, je dis leur, mais c'est nous, quand on est plus jeune, on nous apprend des choses qui sont pas forcément la vérité, qui sont pas forcément les valeurs de la République. Mais renoncer à choquer ces élèves, est-ce que c'est pas renoncer un peu à faire votre métier? Alors, c'est pas forcément renoncer à choquer, c'est simplement essayer de mettre en place un travail pédagogique afin qu'au bout du compte, finalement, ce que je veux transmettre, c'est-à-dire les valeurs de la République, soit réellement transmis. Moi, je fonctionne surtout en termes de débat, c'est-à-dire que les élèves ont beaucoup besoin de s'exprimer. C'est vrai que les jeunes adolescents s'expriment très peu au sein de leur famille, au sein des associations. Ils ont un discours souvent en dehors de l'école, le discours de l'imam, le discours de l'éducateur, le discours de la famille. Et c'est vrai que quand ils rentrent dans une salle de classe, souvent, ils ont un discours contraire. Donc le but, c'est évidemment d'enclencher un débat, les faire parler. Et vous savez, les adolescents, les enfants, ce sont des personnes intelligentes. En parlant, en échangeant, souvent, ils arrivent à mettre en avant des choses un petit peu pertinentes. Et j'aimerais aussi dire quelque chose. On parle de dérive communautaire, mais c'est vrai que c'est quand même minoritaire. Globalement, ça se passe quand même bien dans nos salles de classe. Et c'est vrai que les problèmes que l'on rencontre, c'est quand même à la marge. Maxime Repère, vous êtes toujours avec nous, professeur d'histoire géo. Vous évoquiez tout à l'heure, vous l'avez évoqué à deux reprises d'ailleurs, le soutien éventuel de la hiérarchie. Et vous disiez, en fait, qu'il y a le syndrome pas de vague. Ça veut dire qu'au fond, vous avez le sentiment que votre hiérarchie vous dit, on essaie d'aplanir, on essaie que tout soit calme et qu'il n'y ait jamais de plaintes, qu'il n'y ait jamais de soucis dans les classes, quitte en fait à vous empêcher, à vous freiner dans ce que vous avez envie de faire. Ah bah bien sûr. Alors, je vais pas faire... Ça peut varier suivant les établissements, parce que vous avez des chefs d'établissement, ne soyons pas manichéens, des chefs d'établissement qui soutiennent les collègues, qui sont conscients de la valeur et de la mission de l'enseignant. Mais vous avez d'autres cas où effectivement, il faut pas faire de vagues, parce que souvent l'éducation nationale, vous savez, elle fonctionne comme une vitrine, comme une belle vitrine. Il faut que cette vitrine ne soit jamais entachée. Donc, je rejoins ce qu'a dit mon collègue. On ne doit pas s'auto-censurer. C'est pas notre mission. Notre mission, elle n'est pas non plus de choquer. Elle est, en plus d'amener des connaissances et des savoir-faire, elle est d'amener chez les jeunes le développement de l'esprit critique. Parce que c'est ça qui est important, c'est la notion d'esprit critique. Si les élèves en face de nous ne peuvent pas s'exprimer, n'arrivent pas à acquérir cet esprit critique, eh bien c'est un échec de l'école républicaine. Et ça fait partie de notre mission, d'encourager le développement de cet esprit critique. Valérie Gomez-Bassac, députée En Marche du Var, c'est intéressant cette réflexion sur l'éducation et sur le rôle des professeurs et peut-être aussi parfois sur le manque de soutien qu'ils ressentent.
de la part de la hiérarchie. Oui, je peux le comprendre, mais comme l'a dit ce monsieur, c'est vrai que ça dépend aussi des établissements. Donc nous, dans la commission affaires culturelles et éducation, on en parle beaucoup, on aborde tous ces sujets. Moi, je suis maître de conférence, donc j'ai également un contact avec mes étudiants. Et c'est vrai que ces problèmes ont toujours quand même existé. Donc là, on en parle sous l'angle de la religion, des civilisations. Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on parlait de l'IVG, parfois c'était très compliqué parce que vous aviez des enseignants qui orientaient vraiment les documents avec des connotations religieuses et d'autres qui l'abordaient vraiment que sous l'angle juridique. Donc on a déjà eu ces difficultés-là, mais je crois que l'essentiel en tant qu'enseignant, moi je le fais à chaque fois, c'est qu'en début d'année, je leur dis, là on est dans un espace de liberté. Et cette liberté-là, on doit la respecter et on doit se respecter. Donc moi je vais vous dire quelque chose et vous avez le droit de dire le contraire, dès lors que sur la forme, vous me respectez. Et ça s'est toujours bien passé. Moi, ça fait 25 ans que j'enseigne et sincèrement, j'ai vraiment des populations vraiment différentes et ça s'est toujours bien passé sur des sujets très sensibles. Il y a parfois la violence, il y a parfois les menaces qui entrent en compte, on l'entend dans les témoignages de certains professeurs, et ça, c'est de plus en plus fréquent quand même, et c'est assez nouveau. Oui, alors ce qui est nouveau, c'est déjà les jeunes qui ont accès à toutes sortes d'informations, ce qu'il n'y avait peut-être il y avait moins il y a une vingtaine d'années, et puis les parents qui interfèrent souvent, et ça non plus on ne l'avait pas. Bon, moi je l'ai pas, on l'a moins à l'université, mais c'est vrai que dans les petites classes, il y a souvent les parents qui viennent et qui contestent les positions des enseignants ou des directeurs, et ça c'est pas acceptable, parce que dès lors que tout est respecté, il y a des contrôles en interne, etc., il faut respecter le travail de l'enseignant et sa façon de transmettre et de développer cet esprit critique qui est en effet essentiel, parce que si on ne leur apporte que ce qu'ils savent déjà, ou si on les enferme dans des modes de pensée, c'est pas notre rôle en tant qu'enseignant. Kevin Bossuet, concrètement, il vous est arrivé d'être menacé ? Non, je n'ai jamais été menacé, voilà, je n'ai jamais rencontré ce problème, mais je connais des collègues qui ont été menacés. C'est vrai que c'est compliqué à vivre. On est quand même des hussards noirs de la République, on est là pour transmettre des savoirs, on est là pour faire acquérir un esprit critique, on n'est pas là pour se faire menacer. Mais par contre, on sent vraiment les tensions de l'extérieur des établissements sur nous et l'importance des familles, ce que vous avez évoqué, qui est quand même assez compliqué. Par exemple, en 2018, il y a un rapport ultra confidentiel des renseignements généraux qui est sorti, qui montrait par exemple qu'à Lille, dans le quartier Lille-Sud, il y avait des mamans qui manifestaient devant l'école pour qu'il y ait une séparation entre les garçons et les filles au sein de l'école de la République. Et c'est vrai qu'en fait, souvent, les élèves ne se plaignent pas directement. On a des cas en classe, mais c'est souvent la pression familiale. Et regardez ce qui s'est passé avec Samuel Paty. Tout est parti, en effet, de revendications parentales, en effet, qui ont émergé au sein de l'école. Benjamin Cauchy, vous avez le sentiment, au fond, qu'il y a peut-être aussi un recul de la part de l'éducation nationale, un recul forcé par les menaces de certains. Encore une fois, un enseignant sur 4 dit se censurer, c'est beaucoup. L'éducation nationale n'est autre qu'une caisse de résonance de notre société et la manière dont fonctionne notre pays. Donc effectivement, nous avons aujourd'hui des professeurs qui sont des punching balls. Qui sont les interfaces entre des enfants qui vivent dans une sorte de communautarisme, puisque le communautarisme s'est développé dans le pays. Et donc, lorsqu'ils arrivent à l'école, ils arrivent avec leur background, ils arrivent avec leur connaissance, leur acquis, leur histoire personnelle, familiale, avec des déchirures. Certains ont mal vécu l'intégration, n'ont pas connu des parents qui sont assimilés, qui sont restés, entre guillemets, dans leur clan culturel, si je puis me permettre. Et donc, c'est très difficile pour les professeurs. Moi, ce qui m'interpelle, c'est de se dire le pas de vague. Le pas de vague me gêne beaucoup. Si on veut inverser la charge de la preuve, entre guillemets, je pense que l'éducation nationale doit sanctionner les élèves qui vont à l'encontre de cela. Et je crois, sauf erreur de ma part, que l'on peut exclure, c'est une solution difficile, mais exclure au moins temporairement des élèves pour marquer que l'école est le sanctuaire de la République. Oui, à part exclure des élèves, c'est toujours très compliqué quand même. Je ne sais pas ce qu'en pensent les profs. Oui, mais, vous savez, non, mais le problème, c'est qu'exclure des élèves, ça veut dire... Un prof qui se fait couper la tête, c'est compliqué aussi. Donc à un moment donné... C'est évident. Non, mais Jean-Marc, ce que je veux dire par là, c'est les renvoyer dans leur univers et les renvoyer avec une éducation qui n'est pas forcément la bonne et que l'école doit changer. Donc les sortir de cet univers en leur disant vos idées sont mauvaises, mais les renvoyer dans ces mauvaises idées, c'est pas simple. C'est pas simple non plus. C'est pas la solution unique. C'est pas la solution unique. Et en l'occurrence, les professeurs doivent être soutenus évidemment par toute leur hiérarchie. Et donc il doit y avoir, comment dirais-je, un véritable soutien. Et là, en termes de communication, je crois que Jean-Michel Blanquer peut s'associer à M. Darmanin ou Marlène Schiappa, notamment sur ces sujets-là, et mettre des actes forts. Pas de la communication cette fois-ci, mais des actes forts, des preuves, des actes. Un dernier mot là-dessus, Maxime Repère, qui est toujours avec nous. Est-ce que l'exclusion, pour vous, ça fait partie des solutions ?
L'exclusion, exclure pour exclure, n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est changer les mentalités. Bien sûr, il faut qu'il y ait des gestes qui condamnent des comportements, ça c'est une évidence, mais il faut derrière qu'il y ait une explication, il faut qu'il y ait un accompagnement. Je rappelle quand même que la première cellule d'éducation d'un enfant, ce n'est pas l'école, c'est la famille. Et il faut que les enseignants se sentent soutenus dans leur mission, d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue social. Voilà. Et qu'il y ait une prise de conscience, à la fois politique, mais aussi au niveau des parents. Voilà, de voir que les valeurs républicaines ne se négocient pas. Effectivement. Merci Maxime Repère d'avoir été avec nous. Voilà, je voulais vraiment qu'on commence cette émission en s'arrêtant là-dessus parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'actualité du Covid est en train de tout balayer et tout le monde est 24 heures sur 24 en train de parler du Covid. Mais il y a la réalité aussi qui continue. Il y a l'école qui continue, les profs qui continuent à avoir des soucis et puis la vie qui continue pour chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça que je voulais aussi qu'on commence cette émission en s'arrêtant un instant sur cette enquête qui est assez forte et assez intéressante sur le rôle des professeurs. Alors on en vient bien évidemment à la Covid-19, on en vient aux polémiques autour du vaccin, autour de la stratégie vaccinale. Et je voulais commencer, avant d'accueillir dans un instant le docteur Rachida Inaoui-Rose qui va nous rejoindre sur ce plateau, je voulais commencer avec ce qui s'est passé hier. Olivier Véran qui rendait des comptes autour de sa stratégie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été bousculé par le député Boris Vallaud. C'est un député socialiste des Landes. Et vous allez l'entendre, il a posé toute une série de questions sur la stratégie du gouvernement que visiblement, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'apprécie pas beaucoup. Alors, des questions, il y en a beaucoup. Pourquoi ne vous avez-vous pas préparé plus tôt? Pourquoi une logistique si laborieuse et un recours si tardif et si prudent à l'armée, à la différence d'autres nations? Pourquoi ne pas avoir anticipé le consentement, notamment des résidents des EHPAD? Pourquoi seulement 5 plateformes interrégionales de répartition du vaccin dans le flux A? Pourquoi ne pas avoir engagé une communication grand public donnant le sentiment que vous abordiez la vaccination à reculons? Pourquoi les collectivités locales n'ont pas été associées plus en amont? Pourquoi les super congélateurs n'étaient-ils pas tous opérationnels fin décembre? Pourquoi y a-t-il dans certains établissements de santé plus de doses que l'aiguille pour les administrer? Pourquoi seulement 10 à 15% du million de doses reçues ont-ils été administrées? Pourquoi les pharmaciens ne sont-ils pas déjà autorisés à vacciner alors que l'enjeu est celui de la montée en puissance des vaccinateurs? Pourquoi la stratégie d'approvisionnement des centres de distribution concernant le vaccin Moderna était-il il y a 3 jours encore en cours de définition? Pourquoi ne sont pas envisagés en France des super centres de vaccination? Pourquoi vous a-t-il fallu recourir à McKinsey? Les questions de la représentation nationale, monsieur le ministre, sont précises. Elles ne sont pas une polémique, elles sont une exigence à l'endroit des Français que nous représentons. Voilà, toute une série de questions, c'est le moins qu'on puisse dire. Docteur Rachida Inaoui-Rose, bonjour. Merci de nous avoir rejoint, rhumatologue à la Salpêtrière, à l'origine d'un centre Covid également. Valérie Gomez-Bassac, vous avez entendu ce qui a été dit par votre collègue député socialiste. Vous avez le sentiment que c'est de la polémique pour la polémique ou il a raison de poser ces questions? Alors, je pense qu'il a raison de les poser. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réponses apportées, mais je pense qu'il est aussi nécessaire et essentiel de les répéter, parce qu'il faut rassurer et montrer que l'on ne part pas dans tous les sens. Il y a des choix qui ont été faits dès le départ. Il y a des choix de s'intégrer dans une politique européenne pour que tout le monde soit fourni en vaccin. Il y a des choix de les avoir mis sur le territoire et d'avoir choisi, la Haute Autorité de Santé a choisi de commencer à vacciner d'abord dans les EHPAD, les personnes âgées, les personnels soignants, etc. C'est un choix, après on peut le contester, mais c'est un choix qui a été de protéger les personnes les plus fragiles. Choix qui n'a pas été fait dans d'autres États. Pourquoi en Allemagne ou en Italie ils vont plus vite? Parce qu'ils ont choisi de privilégier d'autres parties de la population pour d'autres raisons. C'est pour ça qu'on a ralenti pour vous, parce qu'on a choisi de protéger les EHPAD en priorité. Oui, parce que différents acteurs aussi du monde de la santé a souhaité qu'il y ait un accord bien éclairé, puis c'est dans notre tradition française, d'ailleurs, je jette la pierre à personne. Donc le fait de recueillir un consentement auprès des personnes vulnérables, c'est pas toujours facile, c'est très long. Donc c'est pas que la stratégie est mauvaise, vous nous dites, c'est simplement que la stratégie est différente. Est différente, tout à fait. Docteur, vous êtes d'accord avec ça? C'est l'arrivée qui compte. Excusez-moi. Docteur. Pas complètement. C'est-à-dire qu'actuellement, on a quand même des vaccins qui sont dans les frigos, qui sont toujours pas, même les congélateurs, ils sont toujours pas utilisés. On est à 200 000 de vaccinations, on en a à peu près 1 million, un peu plus dans les frigos, ils sont pas utilisés. Donc il y a effectivement une stratégie qui doit être agressive en termes de vaccination, mais qui doit être adaptée au fur et à mesure des semaines qui se passent. On l'a vu, ça a été adapté puisqu'on a décidé de rajouter les soignants vulnérables de plus de 50 ans ou qui ont des comorbidités importantes. La difficulté,
difficulté, c'est que les centres de vaccination qui doivent être ouverts ne le sont toujours pas, puisque les ARS se sont encore réunis jusqu'à hier pour décider lesquels vont être ouverts. Qu'est-ce qu'on se réunit en France alors? On fait que des réunions, des webinaires. Vous n'imaginez pas le nombre de réunions, de webinaires que j'ai eu sur la vaccination, avec toujours un professeur d'infectieux et puis tous les politiques qui vous expliquent derrière qu'on met tout en route. On se pose des questions sur la longueur des aiguilles. Est-ce que c'était la bleue? Est-ce que c'était pas la bonne? Alors que c'est pas un problème. Les seringues, les aiguilles, même quand c'est pas la bonne, on sait la changer. On en a plein partout, des aiguilles et des seringues. Il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est qu'actuellement, si vous voulez, on a décidé qu'on ouvrait les centres de vaccination uniquement pour les plus de 75 ans la semaine prochaine. Alors qu'on est prêt depuis une semaine et on n'arrête pas de le dire. Et la plateforme va être ouverte demain matin, alors que tout est prêt. En fait, la plateforme aurait pu... Mais en fait, comme c'est une plateforme sur laquelle on va aussi donner les lieux, les numéros de téléphone et les lieux des centres de vaccination, tout bloque. En fait, le problème, c'est quasiment un problème initial, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire la stratégie quand on a eu les vaccins. Au lieu de s'y prendre à l'avance et de réfléchir à la façon dont on pouvait établir cette stratégie, en fait, c'est en ça, Madame la députée, qu'on est en retard aussi. C'est qu'en fait, on commence à établir une stratégie quand on a les vaccins, alors qu'en Allemagne, on a commencé en novembre à réfléchir à la stratégie. Alors, ça dépend quand même des départements, parce que moi, dans le département du Var, les centres de vaccination... Vous n'avez pas les vaccins. Si, dans le centre il y a les centres de vaccination, que ce soit à Toulon ou à Draguignan, ils sont déjà ouverts depuis une semaine, ils fonctionnent, ils vaccinent essentiellement les personnels soignants des villes. Mais les 75 ans, c'est pas et à partir de lundi, on en a 18 qui ouvrent. Donc à partir de lundi. oui. On a perdu une semaine. Non, mais les 75 ans, personne n'a le droit de les vacciner avant lundi. Mais personne n'a le droit. Mais pourquoi mais parce que c'est la stratégie qu'on doit suivre l'administration. Non, mais d'accord. Mais... Et alors qu'on est poussif. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont été plus vite parce qu'on a été poussif. Qu'on leur a dit c'est pas possible, il faut y aller, il faut y aller. Maintenant, il y a encore une autre catégorie de personnes qu'il va falloir vacciner. Ce sont les fragiles qui n'ont pas plus de 75 ans, mais qui sont très fragiles et qui ont entre 50 et 60, entre 60 et 75. Si vous ouvrez les vaccins à tout le monde, après il y a une question. Ah ben non, on dit pas tout le monde, on dit pas tout le monde, on dit mais plus de là, 75 donc ans. on accélère. Les EHPAD, c'est fait. Les personnes de 75 ans, c'est en train d'être fait. Le personnel soignant, c'est en cours. Je comprends qu'on accélère, mais pourquoi on était au ralenti? Enfin, parce qu'accélérer, ça veut dire qu'on est au ralenti. Il faut les avoir. On les a. Voilà. Oui. Non, mais on les a depuis quelques temps, mais on les a pas non plus depuis 2 mois. Oui, ce qui est assez surprenant avec ce plan de vaccination, c'est que, sauf erreur de ma part, suite à la crise du H1N1, il y a plus d'une dizaine d'années, il y a un plan pandémique qui a été sorti en 2011, un plan de vaccination 2012 en cas de risque pandémique. Là, nous y sommes pleinement. Et on a l'impression qu'au ministère de la Santé, eh bien, les dossiers qui datent de 8 ou 9 années sont classés à la verticale et que du coup, on a perdu du temps là-dessus. Et puis, deuxième point par rapport au vaccin, là, vous êtes en train de demander aux gens s'ils veulent manger du fromage ou du dessert, et alors qu'ils n'ont peut-être même pas forcément faim. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tout de suite rentrés dans cette logique, il faut vacciner, il faut vacciner, il faut vacciner. C'est le modèle unique de la sortie de crise. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a 4 piliers. Il y a 4 piliers du temple par rapport à cette épidémie. Le premier, c'est effectivement les gestes barrières, et ça, je crois que les Français l'ont bien compris. La deuxième chose, c'est le traitement précoce avant l'hôpital. Et ça, c'est un sujet qui a été complètement omis et circonscrit par nos gouvernants et toute la communication était complètement zappée sur cette partie-là. La troisième partie, évidemment, c'est le traitement à l'hôpital. Et là, on voit bien que c'est l'axe majeur du gouvernement. C'est celui de maîtriser le nombre d'hospitalisations parce que les lits de réanimation ne sont pas présents. Puis on n'a pas envie de les avoir en réanimation, les personnes, tout simplement. Je crois que l'argument est... Et le quatrième point, c'est la vaccination. Moi, j'ai envie de revenir là-dessus. C'est sur ce traitement précoce également. Le Conseil d'État italien est revenu sur l'autorisation de prescription de l'hydroxychloroquine en phase précoce, avant que les gens aillent à l'hôpital. Il est bien évident que toutes les études Ricovery et autres, même le professeur Raoult le dit, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas quand les gens sont déjà à l'hôpital. En revanche, ce pilier intermédiaire entre les gestes barrières et l'arrivée à l'hôpital, je crois que là-dessus, indépendamment du vaccin, parce qu'il y a des pro-vaccins et il faut accompagner les gens qui veulent se faire vacciner, mais il y a des gens aussi qui pensent qu'il y a, et parce que à la fois des scientifiques, mais également des élus et des dirigeants européens ont fait le choix, via le Conseil d'État italien par exemple, de réintroduire l'hydroxychloroquine. On ne va pas refaire le débat sur l'hydroxychloroquine. Il y en a des protocoles. On l'a fait. Je veux dire, c'est pas aux politiques de dire on doit prendre tel vaccin ou faire telle chose. Il y a des protocoles en France. Moi, je fais confiance au monde scientifique aussi. Bien sûr. Et c'est ce qui a été fait. Donc absolument. On peut pas. Là, aujourd'hui, il est clair que c'est la stratégie globale du gouvernement qui est sur la sellette. C'est Olivier Véran qui est sur la sellette. Kevin Bossuet, est-ce que vous avez le sentiment, posons la question
clairement, est-ce qu'Olivier Véran est à la hauteur? Non, il n'est pas à la hauteur et ce gouvernement n'est évidemment pas à la hauteur. On a l'impression d'une impréparation totale. On a raté l'affaire des masques, on a raté l'affaire des tests et là on est en train de rater la vaccination. Moi je rappelle juste que les Allemands ont commencé à ouvrir leur vaccinodrome au mois de novembre. Tout était prêt. Les Américains ont commencé à travailler avec les entreprises pour accélérer la vaccination, notamment dès le mois de novembre, dès le mois de décembre. Et la vérité, c'est une politique de la soumission. C'est la soumission à l'égard des anti-vaccins, parce qu'il est vrai que le gouvernement était terrorisé vis-à-vis des anti-vaccins, et c'est pour ça qu'il y a eu cet éloge de la lenteur pour ne pas brusquer ces anti-vaccins. Et c'est aussi une politique de la soumission vis-à-vis de la bureaucratie et vis-à-vis de la technocratie, parce que Emmanuel Macron est un technocrate. Il est le fruit de la bureaucratie et il ne va jamais à la contre ce dernier. Mais Olivier Véran nous dit qu'on est les meilleurs en Europe, que nos résultats sont les meilleurs. Mais c'est parfaitement faux. Il suffit de voir le classement. On est aujourd'hui 22e sur 26, notamment en termes de vaccination. On assiste à un déclassement de la France. Les Français ont toujours l'impression d'être un grand pays, d'être un pays efficace, et finalement, on se retrouve avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Docteur, on vit dans l'illusion, vous nous dites. On vit dans l'illusion et notre classement de l'OM, on a été déclassé depuis longtemps. Avant cette crise, on est déclassé sur le plan de santé publique, de la santé. On le sait, de toute façon, ça c'est pas nouveau. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au gouvernement, je ne sais pas s'ils sont incompétents ou pas, mais en tous les cas, ils gouvernent par la peur. Ils ont peur de l'opinion, ils ont peur de manquer. Là, si on a autant freiné, en tous les cas pour ce qui est de la région que je connais, l'Île-de-France, ils freinent au niveau des ARS et autres, c'est qu'en fait, ils ont peur de ne pas avoir assez de vaccins pour la deuxième dose. Donc du coup, ils sont en train de réfléchir comment on va faire pour la... Donc, au début, on avait peur que les gens ne veuillent pas se faire vacciner. Maintenant, on a peur de ne pas avoir suffisamment de doses pour la dose à J21, alors que se discute pour certains, pas pour tous. Certains devront avoir leur dose à 3 semaines, d'autres pourront attendre 6 semaines, entre 3 et 6 semaines. Et résultat, on en est qu'on a 1 million et quelques de vaccins dans les frigos et qu'on a vacciné 200 000 personnes. Alors que si on y va franco, on va arriver à vacciner 1 million et demi. Les gens qui ont été vaccinés maintenant ne seront pas vaccinés avant février. Les prochains, donc, on garde 500 000 doses pour ceux de début février et ça va être, on va avoir une rotation. Ça veut dire on va avoir les vaccins qui vont arriver. Donc on a 2 millions qui vont, on devrait, sur les 2 millions qui sont prévus pour fin janvier, avoir vacciné 1,5 million de personnes d'ici fin janvier. Bien sûr, les plus vulnérables. Mais les plus vulnérables, ce n'est pas que l'âge. Ça, je le répète. Valérie Gomez-Bassac, Olivier Véran, en fait, lui, il est content, visiblement, partout. À chaque fois qu'il fait une interview, il a l'air content. Il vit dans l'illusion. On n'est pas content, il est pas content. Il explique que nos résultats sont les meilleurs d'Europe. Alors, je vais répondre. Tout d'abord, c'est pas, il n'y a pas de décision prise sous l'effet de la peur. Il y a des décisions qui sont prises après concertation. C'est un choix qui est fait de se référer aux scientifiques. Les scientifiques ont demandé et ont conseillé qu'il y ait, par exemple, comment dire, avant le vaccin, qu'il y ait une consultation le consentement, faite, etc. Bon, et puis voilà, et qu'il y ait une visite prévaccinale. Voilà, je cherche. Mais ça, c'est normal de faire ou pas? Non, mais vous avez l'air de oui, ce sont les scientifiques. Le consentement. C'est pas nous. Le consentement. Mais non. Et ce que je veux juste la peur qui a amené ça. C'est quand j'entends dire oui, on a été mauvais, on est mauvais de partout, etc. Non, on n'est pas mauvais. Alors, je parle pas de vous, je parle à monsieur, parce qu'à chaque fois, on a souvent été sur ce plateau. Moi, je reviens même sur des propos qui ont été tenus, notamment sur le confinement, le couvre-feu, etc. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate aujourd'hui que oui, on est sous couvre-feu, qu'on essaie d'éviter le confinement, mais qu'autour de nous, c'est pire. Pourquoi? Parce que nous, on a fait le choix. Donc, c'est le discours d'Olivier Véran. C'est horrible de devoir se comparer, de devoir dire ça, parce que moi, ça me réjouit pas de savoir qu'ailleurs, c'est pire. Mais en attendant, on a fait le confinement avant pour permettre au niveau économique de pouvoir tenir pendant les fêtes, que les commerçants puissent ouvrir. On essaie de maintenir un lien social. On essaie au maximum. Mais après, on ne peut pas transiger non plus avec la santé. Réponse de Kevin Bossuet. Que c'est toujours pire. Je trouve que c'est pas honnête intellectuellement et politiquement. Mais bon, ça compte. Kevin Bossuet, votre réponse. Non, mais ce n'est peut-être pas honnête, mais en tout cas, vous n'êtes pas lucide. Vous êtes dans un autosatisfecit permanent. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. À un moment, vous avez raté des choses, il faut le dire. On est dans une démocratie, c'est pas grave. On a tous été pris de court par ce virus. Vous n'avez pas pris forcément les bonnes décisions. Tant pis, regardez par exemple sur la fermeture des frontières. On sait que le variant britannique était présent en Angleterre au mois de septembre-octobre. On a seulement fermé les frontières avec les Royaumes-Unis le 23 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Regardez tout ce qui se passe ailleurs en Europe. Vous allez en Espagne, on demande un test PCR. Vous allez en Allemagne, on demande un test PCR négatif et un autoconfinement. Tandis que les étrangers qui viennent en France, ils rentrent comme dans un moulin. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Vous êtes typiquement dans l'idéologie, une idéologie mondialiste sans frontiérisme qui aujourd'hui
pays est désastreux sur le plan sanitaire. Alors moi, je ne vous accuse pas de tout, parce que en effet, c'est compliqué de gérer la crise, mais reconnaissez sur certains points votre incompétence, et je pense que vous remonterez dans l'opinion parce que les gens ont besoin d'honnêteté et de lucidité. Masques, j'assume, vous m'avez vu assez souvent sur les plateaux pour dire que quand il y a des difficultés, ça me pose aucun problème de dire oui, il y a une difficulté. Mais là, quand j'entends ce propos, ça me fait doucement sourire. Quand je vois Marine Le Pen en décembre qui dit ah non, le vaccin, non, il n'y a pas eu de précaution, il n'a pas été assez testé, etc. Et aujourd'hui qui dit oui, c'est bon. Vous croyez que toutes ces thèses complotistes là, vous croyez que ça aide? Il faut donner. Où est le complotisme là-dedans? Il faut être solidaire, parce qu'il faut faire confiance en notre système de santé. Si le vaccin est mis sur le marché, c'est que c'est bon. On peut se faire vacciner. Mais je suis un pro-vaccin. Parce qu'il faut avoir des décisions qui sont raisonnables, parce qu'il faut faire preuve de solidarité, et parce qu'aujourd'hui, il faut dire que si on veut sortir de la crise, il n'y a qu'une issue, c'est le vaccin. Donc oui, il faut accélérer. Oui, ça, je partage tout à fait votre avis, mais tout en sécurisant et tout en étant sûr qu'on ne perde pas trop de doses dans la logistique. Mais a priori, la logistique est assez bien gérée au niveau national. Et bon, je vais vérifier les congélateurs. Le docteur répond, après on va regarder, parce qu'on a un sujet sur les frontières, parce qu'on a parlé des frontières, on va le regarder juste après. D'abord votre réponse, docteur. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. Il faut que le gouvernement arrête d'avoir peur et de prendre des décisions en fonction de l'opinion et autres. Il y a des décisions qui doivent être prises avec courage. Et cette histoire de consentement, c'est clairement une réaction à la peur. On n'a pas besoin de consentement. Le consentement, c'est pour une étude clinique dont le médicament n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. On a besoin d'avoir l'accord du patient. On va jamais attraper. Donc c'est la peur qui a motivé le gouvernement. Alors pour moi, il y a la peur, clairement. Ils ont peur. Ils ont peur au niveau, je vois très bien, au niveau des ARS et autres, ils ont peur de manquer de vaccins. Et plutôt que de nous faire confiance, parce que nous, on le dira, quand il y aura plus de vaccins, on va garder les doses pour la deuxième injection, qu'il n'y aura plus de vaccins, comme les Allemands à un moment donné ça coince. Il n'y a plus de vaccins, on attend la nouvelle livraison, on repart. Mais on ne prend pas du retard en permanence. Et moi, je suis sûre qu'on n'aura jamais de rupture en dehors d'1 ou 2 jours. Donc, allons-y. Il va falloir être très agressif pour la politique de vaccination et ne pas avoir peur de l'opinion. On a eu peur de tout jusque-là, essentiellement l'opinion. Et la deuxième chose, c'est que pour ce qui est de l'épidémie, il va falloir y aller de façon graduée, mais aussi très rapide. Et on va y arriver. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit en début d'émission, où vous avez repris les 4 phases. Effectivement, on parle de vaccins, mais avec 2 millions de vaccinés à la fin du mois de janvier ou mi-janvier, on ne va pas s'en sortir. Donc, il ne faut pas oublier la politique de prévention et les gestes barrières, et surtout le contact tracing. Le contact tracing, plus particulièrement pour le virus mutant, parce qu'on est quand même entre 15 et 20 000 cas par jour, ce qui est énorme, donc on n'arrive plus à refaire du contact tracing commun. Mais ceux qui sont avec le virus mutant, on les met à l'hôpital et on les étudie et on est sûr qu'ils sont isolés et on fait ça. Donc moi, je suis complètement d'accord avec vous. En ce qui concerne le traitement, ce dont vous avez parlé, le traitement préventif, je vais vous rassurer, vous inquiétez pas, on n'utilise pas l'hydroxychloroquine parce qu'il y a eu toute cette polémique. Moi, je suis pas médecin. Qui a cristallisé autour du professeur Raoult et qui a empêché d'avancer pour ce qui est des traitements en ville. Résultat, on n'a toujours rien. Mais sachez que pour les patients qui sont un peu fragiles, la plupart de mes collègues continuent à utiliser les antibiotiques quand ils ont des formes pulmonaires qui risquent de s'infecter et sont hospitalisés. Et après, effectivement, la dernière chose, on en arrive à la vaccination. Le but, c'est d'arrêter qu'il y ait des morts. Donc, on va vacciner tous les plus fragiles âgés, mais aussi pour éviter la saturation du système de santé en réanimation et dans les soins critiques et à l'hôpital. C'est pas ceux-là qui sont en réanimation. C'est les plus jeunes, autour de 65 ans, qui ont des comorbidités, les hommes obèses, hypertendus, avec du diabète. Et ceux-là, on les a oubliés dans notre stratégie. Kevin Bossuet, vous parliez des frontières, parce qu'on a le sentiment qu'en revanche, le gouvernement est peut-être passé un peu à côté en ce qui concerne la frontière, le contrôle aux frontières. Je vous propose de regarder cette enquête de France 2 qui explique comment aujourd'hui nos frontières, ça reste un peu des passoires en ce qui concerne le virus. À Roissy, nous en croisons qui débarquent de Suède et du Danemark. Ils n'ont pas été contrôlés. Est-ce qu'on vous a demandé un test PCR pour rentrer sur le territoire français? Non. Non, personne m'a demandé. Non, je n'ai pas eu besoin de montrer de test. Ce n'est pas un oubli. Le gouvernement a en fait choisi de classer les pays étrangers en 3 groupes. En vert, ceux d'où on peut arriver en France sans motif ni test PCR. Ce sont les États membres de l'Union européenne et quelques autres comme l'Australie. En orange, ceux où il faut un motif impérieux de voyage et un test PCR réalisable à l'arrivée. En rouge, le plus strict. Depuis les États-Unis ou le Royaume-Uni par exemple, il faut un motif impérieux et un test PCR réalisé avant le départ. Voilà pour les entrées sur le territoire. Qu'en est-il maintenant si vous voulez quitter le pays? Les autres États sont majoritairement plus stricts que le nôtre. Même nos proches voisins, l'Italie par exemple, imposent un test PCR.
Ce qui donne la situation suivante. Depuis l'Italie, on rentre en France sans aucun contrôle, mais pour aller en Italie, depuis la France, il faut forcément un test PCR. Voilà, reportage de TF1, Valérie Gomez-Bazac. Il y a un truc qui ne va pas là. C'est un choix qui a été fait. C'est un choix qui a été fait de classer en 3 et de voir les endroits où il y a moins de risques, d'autres qui a moins de risques. Parce que généraliser les tests, oui, c'était compliqué. Et que non, mais là, on parle du présent. Là, le reportage, c'est aujourd'hui. Je parle du présent, mais il y a 3 ans, comme on vous l'a dit, il y a les zones rouges où là, il faut tester. Oui, l'Italie, par exemple, nous demande un test, mais pas dans l'autre sens. Non, mais parce que les règles ne sont pas les mêmes. Et après, c'est la question que je vous pose. C'est la question que je vous pose. Et ça changera peut-être. C'était déjà le problème en janvier-février, quand les Chinois arrivaient même de Wuhan à notre aéroport. Ils attendaient qu'on vienne les chercher. Moi, j'ai des patients chinois qui m'ont raconté. On attendait que quelqu'un vienne à notre rencontre en février quand ils arrivent. Personne. Ils rentraient chez eux. Là, c'est un vrai problème de communication et on parlait de... Non, mais de décision. C'est même pas de la com, là. Excusez-moi, c'est de la décision. En termes de ressenti, la non-décision de fermer les frontières est ressentie comme de l'improvisation et de l'amateurisme de la part du gouvernement. Et derrière, lorsque on va entreprendre des démarches de prévention, de vaccination, d'isolement, de tests, les gens ne croient plus en nos gouvernants, puisqu'ils se disent, dans notre pays, on peut rentrer comme on veut. En revanche, moi, je ne peux pas en sortir. Donc, les Français ne comprennent pas pourquoi ils sont confinés, pourquoi il y a une frontière qui s'appelle porte de la maison. Voilà, tout simplement. Et pourquoi les frontières nationales sont de véritables passoires. Donc, parce qu'il ne s'agit même pas de fermer les frontières, il s'agit de contrôler les frontières, c'est pas la même chose. Et j'ai le souvenir, de par mon petit passé, que le 27-26 janvier de l'année dernière, donc il y a un an, des leaders de l'opposition, quelle que soit leur couleur d'ailleurs, quelle que soit... Non, que ça aille d'un côté comme de l'autre, beaucoup de gens de l'opposition ont dit il faut contrôler les frontières, il faut vérifier qui arrive sur notre territoire de façon à tester, isoler et éviter de répandre l'épidémie. Tout simple. Par contre, sur le fait d'isoler, je suis assez d'accord avec vous. Là aussi où on a du mal, c'est d'isoler les cas positifs. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas mettre une personne derrière chacun qui est considéré comme positif, derrière les 20 000 personnes. Mais ça, c'est partout, c'est mondial. Non. C'est super compliqué. Mais là, actuellement, les Français, on n'a pas envie de contrôler. Mais là, on a un enjeu avec 20 000 personnes par jour, vous voulez les contrôler pendant les 15 jours. Mais les hôtels sont actuellement, on est en train de parler du mutant. Celui-ci, si les gens qui actuellement, les 40 qui sont testés positifs... Non. Là, on est en termes de stratégie nationale et autres. Non, là, c'est trop facile. Pour les autres, on a échoué. On le sait, on a échoué. Pour les mutants, on a encore le temps d'agir et de les mettre dans des hôpitaux et de les surveiller et de les isoler correctement. On a partout des unités infectieuses. Alors, on vous répond, la liberté de mouvement, etc. C'est pas une question de liberté, là. Et les morts. Je me fais l'avocat du diable, oui, bien volontairement. Sûr. On va pas. Je suis sûr que ces personnes qui ont le virus mutant, vous leur dites, on vous hospitalise pour vous surveiller. Déjà, ils sont contents. Et pour vous isoler, ils ne vont rien dire. S'il y en a un ou deux qui résistent, tant pis. Ça, c'est un ratage aussi, Kevin Bossuet. C'est un ratage total. Et moi, ce qui me fait rire avec La République En Marche, c'est cet autosatisfecit permanent. Regardez, nous sommes exceptionnels. Ailleurs, c'est pire qu'ailleurs. Alors que ce n'est pas vrai. Et sur la question des frontières, c'est quand même dramatique. Le gouvernement fait beaucoup d'erreurs. Mais le problème, c'est qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Lors du premier confinement, on s'est rendu compte que les pays qui avaient le mieux résisté, comme la Pologne ou la Hongrie, ce sont des pays qui ont fermé leurs frontières. Moi, en mars de l'année dernière, je me suis rendu en Italie. On était au tout début de la crise du coronavirus. Quand je suis arrivé à Rome, à l'aéroport, on a pris ma température, on m'a fait remplir quelque chose. Quand j'ai fait le chemin inverse, que je suis arrivé à l'aéroport de Paris, il n'y avait strictement rien à part un petit panneau qui me disait d'appeler tel ou tel numéro. Et j'avais rencontré des étrangers qui se demandaient où on prenait sa température. Et vous avez vu que ça continue puisque c'était le reportage de TF1 à l'instant. Ça n'a pas changé. Parce que ce sont des idéologues, c'est des gens qui ne veulent pas fermer les mais regardez, parce que la nouvelle dire qu'on est satisfait. Non, mais je voudrais juste vous dire, c'est ce que vous dites depuis le début. Non, les décisions qui sont prises, que ce soit au niveau économique ou sanitaire, elles contrarient parce qu'on sent bien qu'à chaque fois, en effet, on touche à des libertés. J'ai le droit de le dire, c'est mon point de vue et ça me contrarie. Mais en effet, il y a une exigence qui est supérieure à tout cela, c'est la santé et la vie humaine. Donc sur ça, on est bien d'accord. Qu'il n'y ait pas des contrôles généralisés de partout, on peut peut-être le regretter. Je suis pas. Mais ça fait un an qu'on le regrette, c'est ça le problème. Ça fait un an qu'on le regrette et qu'il se passe rien. Qu'on est content de tout. Vous êtes au pouvoir, madame. Parce qu'il y a aussi la liberté d'agir. Déjà, je suis parlementaire, je ne suis pas dans le gouvernement. C'est votre gouvernement. Oui, qui est au pouvoir. je les soutiens dans ce contexte très difficile et sans aucune limite. Et quand il y a des critiques à apporter, je les apporte. Mais pourquoi il ne ferme pas les frontières alors? Ne contrôle pas. Ne contrôle pas. Alors les contrôles, il faut
peut-être les accentuer, oui. Le Il y en a pourquoi, pas du tout. je n'ai pas la réponse, donc je ne vais pas vous la donner, je ne l'ai pas. Dommage. Maintenant, Ah bah voilà. c'est vrai qu'on ne C'est ce peut qu'on pas, voudrait. Bah on ne oui. peut pas aussi la Ça fait un an qu'on empêcher attend, toutes madame. les circulations de personnes Parce et les que- flux de personnes et les flux économiques. C'est compliqué Mais c'est parce parce qu'on que dit, on dit vous juste êtes pourquoi les est-ce qu'on mêmes demande pas à un me test. dire, il y a Madame la quelques mois, députée, la question est simple. Pourquoi on ne demande pas à tous les gens qui viennent en France de l'étranger, pourquoi on leur demande pas un test PCR? Pourquoi? En fait, on leur Ça fait demande. un an qu'on demande ça. On leur demande, mais on leur demande Parce pas que- de le fournir après et puis- quand ils arrivent à l'aéroport. Mais non, Et même pas en regardez, Italie. il y avait- En Italie, on demande On rien. le fait pour Il y l'accord. avait, voilà, Attends, laisse répondre Valérie je sens Gomez-Bassac. bien qu'autour de la table, de toute façon, il n'y a personne qui aura comment dire, une simple bride de décision allant dans mon sens, mais il y a aussi le fait que quand on teste à un moment, si je ne me trompe pas, on peut être aussi positif, Oui, être mais- négatif alors qu'on était Alors- positif. C'était aussi un des problèmes des Tout à tests. fait. Non, mais il faut le dire Non, non, aussi. mais Alors vous quand avez ça raison. s'arrange Non, pas, non, non, mais Madame attends. la Moi, députée. aussi, la lumière Madame la- comme ça. rigoler, quand Madame- Je suis désolée. Madame Moi, je veux bien vous Attendez, répondre. docteur, Je vais bien vous répondre. Effectivement. Alors, en termes de liberté haute, la Nouvelle-Calédonie est quand même un territoire français. Et quand on arrive en Nouvelle-Calédonie, vous êtes d'abord testé obligatoirement, mais vous êtes enfermé pendant 14 jours à vos frais dans un hôtel. Et c'est la France. Après, moi, je suis tout à fait... Non, mais Non, mais d'accord. sauf Et que après, la politique la de santé deuxième est gérée chose, par la collectivité que je veux territoriale et pas par le dire, c'est ministère de la Santé. qu'effectivement, on a très bien vu, il y a eu ce problème avec ce mutant qui est arrivé. Quand vous faites un test et que vous arrivez, s'il est négatif, vous devez demander aux gens de rester chez eux, de s'isoler ou autrement de ne pas prendre de risque avec d'autres personnes et de se retester 2-3 jours après. Je vous remercie On est de le- complètement d'accord, mais on le dit. C'est compliqué. On le dit. C'est compliqué, mais en même temps, c'est à ce Oui, prix-là. peut-être. Regardez mais les oui, milliards. mais c'est compliqué. Regardez les milliards qu'on a reconnaître. perdus avec cette crise. Est-ce que c'est compliqué, mais c'est faisable? Il y a des pays qui le font. Benjamin Cauchy, vous vouliez ajouter un mot et ensuite on va s'intéresser au couvre-feu à 18h, peut-être partout en France. Qu'on soit bien clair, madame la députée, j'ai pas le sentiment que les Français ont forcément envie de taper Macron du matin au soir, lui taper sur la tête, y compris les gens de l'opposition. Mais non, sinon, il aurait- Il y en a qui sont dans une guerre politicienne et c'est leur jeu, très bien, on tape sur Macron, ça fait plaisir. Diaboliser Emmanuel Macron, je pense pas que ça va permettre de faire sortir la France de la crise. Maintenant, on peut aussi regarder les choses Oui, de vous avez un façon, soutien. de façon... Non, attendez, laissez-moi finir ma phrase. Ah oui, il y a hein. une fin, d'accord. Vous avez Pardon, tombé vers moi. pardon. Non, mais en revanche, de façon... J'en cherche pas autour de la Non, mais table. Madame la députée, sachez-le. de façon factuelle, peut-on reconnaître que, à l'image de nos partenaires européens, tels que l'Allemagne, tels que le Portugal, dès cet été, il fallait faire un test pour pouvoir rentrer dans le pays, est-ce que Emmanuel Macron peut admettre qu'il faille contrôler les frontières? Ce n'est pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait, c'est lui dire maintenant il est temps de le faire. Vous voyez, je suis positif. Il est urgent de le faire. Il a vraiment conscience de ça, mais avec toutes les problématiques qu'il y a autour, comme je viens de le dire, le fait aussi qu'il faut annoncer aux personnes que voilà, pendant 2-3 jours, elles doivent rester quand même isolées, etc. etc. Les hôtels sont vides, Et on n'est madame pas la le députée. même nombre, on n'a pas les mêmes Et on le contraintes, on fait ne voyage ailleurs. pas de la même façon, et que c'est compliqué. Allez, Je suis désolée, va-t-on hein. vers un couvre-feu à 18h partout en France? Est-ce que c'est ce que va annoncer demain Jean Castex? La question se pose. Reportage, on en parle après. Désormais en France, 25 départements sont soumis à un couvre-feu avancé. Mais bientôt, va-t-il s'appliquer à l'ensemble du territoire? L'exécutif travaillerait sur cette piste pour tenter de ralentir l'épidémie. À l'Assemblée, les députés sont partagés. En avançant le couvre-feu, on limite le nombre d'interactions sociales qu'on a et de fait, on limite la transmission du virus. Quand je vois la situation de Londres aujourd'hui, je me dis que c'est pas ça qui arrêtera le variant anglais. Le couvre-feu avancé à 18h a-t-il déjà montré son efficacité? Car certains départements y sont contraints depuis maintenant déjà 10 jours. Et sur 15, seulement 2 ont vu leur taux d'incidence baisser depuis la mise en place de la mesure, les Ardennes et les Hautes-Alpes. Mais selon les épidémiologistes, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Pour évaluer l'effet des couvre-feux avancés, il faut encore attendre en total une dizaine de jours, 10 à 15 jours après le début de la mesure. C'est ce que les chercheurs avaient remarqué lors du deuxième confinement. Un couvre-feu avait été mis en place à 21h dans 9 métropoles le 17 octobre. 10 jours plus tard, le nombre de contaminations avait commencé à chuter. La courbe s'était inversée. Docteur, est-ce que le couvre-feu à 18h, c'est la solution qu'il va falloir appliquer à partir de la semaine prochaine, vous pensez? Ou est-ce qu'il faut aller vers le confinement? Moi, je pense que autant pour la vaccination, il va falloir être très agressif et tout de suite, dès cette semaine, autant pour le contrôle de l'épidémie qui nous échappe déjà parce qu'on a un niveau très élevé avec une réserve sanitaire qui est très faible et une courbe qui repart. Il ne faut pas se faire d'illusions. Depuis le 5 janvier, elle repart à la hausse. Il n'y a pas encore, mais on est au début de la montée, donc je ne sais pas si ça va être explosif. Il va falloir faire pour cette semaine, dès le week-end, à mon avis, une espèce de graduation avec le couvre-feu
18h en semaine et midi le week-end, parce que je vois carrément. pas. Mais oui, parce que c'est ça. Portugal, ils l'ont mis à midi. Midi le week-end et 18h pour que les gens puissent travailler. Mais derrière, il faut aussi continuer ce contact tracing. Et si on fait, en Guyane, c'est comme ça qu'ils ont réussi. Si vous faites que dire aux gens, vous restez chez vous, vous rentrez chez vous à 18h, c'est fini, et le samedi, dimanche à midi, c'est fini, mais qu'à côté de ça, on ne fait pas tout ce qu'il y a à faire. C'est une stratégie globale. Il ne faut pas se contenter du confinement, c'est ce que vous nous dites. Parce qu'on fait croire que le couvre-feu à 18h ou le confinement suffit. Non, ça ne suffit pas. Le confinement, c'est la mesure extrême quand on n'y arrive pas. Malheureusement, il y a deux façons de voir le confinement. Ou on le voit, on le met assez tôt et on se dit il va être rapide et court, efficace, vite et fort. Ou on attend d'être au pied du mur et là, ça va durer des semaines, comme malheureusement en Allemagne, ils ont dû l'imposer et c'est gravissime. Parce que avril, quoi, je n'ose même pas... Avril, hein. Oui, c'est avril. Mais parce que je pense que la situation leur échappe complètement et qu'on sait que le vaccin, malheureusement, ne va pas nous apporter l'immunité suffisante. Donc en même temps, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que malgré tout en France, la situation est sous contrôle pour l'instant. Elle est sous contrôle, mais sur le point d'échapper. Et il faut vraiment qu'on gère à part le problème des mutants. Si on ne gère pas à part le problème des mutants en étant extrêmement strict sur les quelques personnes actuellement qui sont contaminées, la situation va devenir explosive. Pourquoi ? Parce que d'un R de reproduction à 1, on va, dans quelques semaines, on va passer à 2. Et là, on ne contrôlera plus rien. Kevin Bossuet, vous entendez ce que nous dit le docteur Rachida Inaoui-Rose. Elle nous dit, a priori, 18h, en tout cas c'est son avis, 18h en semaine, midi le week-end, ça va être peut-être le plus dur à faire accepter dans un premier temps. Et ensuite, on ira sans doute au confinement total. On va surveiller. Vous pensez que les Français vont supporter ça ? Non, les Français ne vont pas supporter ça. Il y a des problèmes de plus en plus importants aujourd'hui en termes psychologiques. On sait qu'il y a un Français sur 5 en effet qui est dans la dépression et on sait qu'il y a 20% des Français qui sont en train de tomber dans la psychiatrie. C'est quelque chose qui est très important. Et puis je pense surtout à ces restaurateurs, je pense à ces propriétaires de boîtes de nuit qui sont carrément sous l'eau. Et j'aimerais aussi avoir une pensée pour les étudiants parce qu'on en parle très peu. Le week-end dernier, il y a quand même un étudiant à Lyon qui s'est jeté par la fenêtre de sa résidence parce que les étudiants n'en peuvent plus. On est en train de sacrifier une génération, des étudiants qui n'ont pas été dans un amphi depuis des mois, qui sont seuls face à leur ordinateur, qui n'ont même plus accès à la bibliothèque universitaire et qui ne peuvent même plus subvenir à leurs besoins. Et souvent, ils sont même rentrés chez leurs parents à la campagne ou en province, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus s'assumer. On est en train de tuer une génération. Alors, je suis d'accord que c'est pas quelque chose qui est facile. Attention aux mots quand même. Oui, mais si, symboliquement. Évidemment, je le dis de manière symboliquement, socialement et surtout l'avenir de ces gens. Après, je suis d'accord avec vous, c'est compliqué de gérer cette crise. On fait comme on peut avec l'aspect sanitaire, l'aspect économique, l'aspect social, mais je crois qu'aujourd'hui, les Français ne vont plus accepter un confinement total. Donc, il faut réfléchir à une alternative la plus efficace possible sur le plan sanitaire. C'est le couvre-feu, c'est ce que fait le gouvernement. Mais c'est ça, on fait en gradué, et puis en dernier lieu, s'il doit y avoir le confinement, c'est pas nous qui allons décider, c'est le virus, malheureusement. Et la question qui se pose, ça concerne les écoles également, ça concerne les lycées, ça concerne les collèges. Faut-il refermer les écoles ? Faut-il refermer également les cantines scolaires ? On est en direct avec Gabriel Attanzio, qui est professeur d'anglais délégué SNES FSU. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un risque qui est pris en laissant les écoles, les collèges, les lycées ouverts ? Oui, absolument. Alors, dire qu'il faut fermer toutes les écoles immédiatement, c'est évidemment trop radical, c'est trop difficile. Mais l'heure est à resserrer le robinet des interactions sociales qui ont lieu en milieu scolaire. J'entends le débat que vous avez sur le plateau qui est, voilà, est-ce qu'on va s'interdire d'avoir une vie sociale le week-end ou de se déplacer le week-end ? C'est très très radical. Moi, je compare les risques pris dans mon temps privé qui sont très minimes et je compare les risques pris au lycée. Vous savez, ça fait des mois qu'on se parle, Jean-Marc, ça fait des mois que j'alerte et que je dis que les interactions sociales sont très nombreuses dans les lycées. C'est très difficile que les choses se passent à l'idéal. Alors, je ne dis pas fermons les maternelles, pas du tout, mais pour les tranches d'âge capables de travailler à distance, faisons les choses bien. Après, il faut voir dans les détails. Kevin Bossuet a raison de dire que pour les universitaires, enfin les étudiants, c'est très difficile en ce moment. Donc, s'il faut resserrer les interactions sociales, enfin le nombre d'interactions sociales, resserrer le robinet des interactions sociales, à ce moment-là, au moins pour les tranches d'âge, disons de la 4e à la terminale, faire des demi-groupes partout. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On parle beaucoup également de l'hypothétique fermeture des cantines scolaires. Et pour beaucoup, c'est une urgence d'ailleurs de fermer ces cantines scolaires. Vous en pensez quoi ?
Je pense que ça dépend de la réalité des territoires. Quand on est dans un milieu rural et que l'élève habite à 45 minutes de voiture du lycée, ça arrive parfois, vous voyez, c'est un peu compliqué. La solution est simple, je vous assure Jean-Marc, c'est les demi-groupes tels qu'ils existent dans pas mal de lycées, ça marche parce que les élèves viennent soit le matin, soit l'après-midi. Du coup, la fréquentation de la cantine à midi est bien moindre. Moi, c'est ce qu'on fait chez moi. Le problème, c'est que tous les lycées ne le font pas. Depuis des mois, monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer nous dit « Oui, on a un protocole qui est strict, etc. Et dans les lycées, ça se passe bien. » Sauf que l'organisation en demi-groupe est laissée à la libre appréciation de chaque établissement. Comprenez ce que ça veut dire. Dans les faits, il y a une majorité de lycées qui fait cet effort de un peu d'enseignement à distance, et un peu d'enseignement en présence, mais les lycées les plus élitistes, en réalité, eux, sont à 100% en présence. Et donc, on a des gens qui font des efforts et d'autres qui n'en font pas. Moi, je pense qu'il y a un problème, il y a une rupture d'égalité là-dessus, c'est très important. Quant à ce débat sur l'école en général, vous allez voir, toutes les semaines, il va falloir se reposer la question. Beaucoup de pays l'ont fait déjà, vous connaissez la liste, Royaume-Uni, Allemagne, République tchèque, Autriche, Bulgarie, Grèce, Pologne, plein de pays se posent la question des écoles. Partout en Europe, on a compris que c'était la deuxième force de contamination, les écoles aujourd'hui. Donc voilà, il faut avoir ce débat plus sérieusement et autrement qu'avec les mensonges du ministre. Gabriel, il y a une des hypothèses qui est avancée également, c'était éventuellement de prolonger les vacances scolaires de février, qui sont de 15 jours, peut-être les prolonger à 3 semaines, histoire d'être dans une continuité, et que les élèves perdent le moins de temps possible, parce qu'il y a au moins 15 jours de vacances. Donc tout ça, ça c'était prévu, et il n'y aurait qu'une ou 2 semaines de perdu derrière. Ça, c'est une solution qui pour l'instant est écartée par le gouvernement, mais qui vous semble tenable ? Ce qui est possible, c'est que vous voyez, c'est un flux tendu. De temps en temps, on peut dire on va travailler à distance. Semaine de vacances, moi je suis pour qu'on bosse. Je suis pour qu'on soit simplement, on se dit bon allez, on se donne un peu de respiration. Moi ce que je regarde quand on regarde la chronologie, c'est que sitôt qu'il y a des vacances scolaires, l'épidémie recule un peu. Ça a joué pendant l'été, ça a joué à plein d'occasions. Je pense effectivement que c'est une démonstration faite par la statistique que ça peut fonctionner. Là, le 4 février, c'est une chose. Je vais vous dire, il y a un vrai problème aussi, Jean-Marc, c'est qu'on a besoin de visibilité, on a besoin de savoir où on va. On parlait d'anxiété, on parlait de poids psychologique. Moi, je veux me faire le relais de la parole de mes étudiants ce matin, de mes élèves. J'ai parlé avec eux de la question de la fermeture des établissements scolaires. Ils ont peur pour leurs proches et ils ont peur aussi pour leurs examens. Le bac va partiellement se dérouler en mars. Ce n'est pas raisonnable, compte tenu de l'année exceptionnelle que l'on vit, qu'il se tienne à cet instant-là. Ce calendrier était bête avant le Covid, il l'est encore plus cette année. Repoussons les épreuves obligatoires de mars en juin, qu'on se donne du temps, qu'on puisse respirer et que les élèves aussi reprennent confiance en l'institution, qu'ils se sentent protégés et accompagnés. Valérie Gomez-Bassac, députée En Marche, je vous dis réagir à ce que vous en Oui, trouvez. parce que je comprends ce que dit ce monsieur, c'est tout à fait fondé, mais il faut faire très attention parce que si vous faites la moitié de la semaine en présentiel, l'autre moitié à distance, il y a aussi les parents. Les parents, ils ont besoin d'aller travailler, donc c'est aussi ne pas bloquer tout le système économique. Donc il faut être prudent, même si je suis toujours d'accord, il faut privilégier la santé, mais il ne faut pas rajouter encore des contraintes aux Français qui en ont déjà beaucoup. Mais là, c'est pour les collégiens. En plus, c'est pour les plus grands. C'est les plus grands, ils restent seuls à la maison. Oui, d'accord, mais est-ce qu'ils vont travailler de la même façon? Enfin, s'ils sont en interactivité, oui, mais il y a des endroits où ça fonctionne mieux que d'autres. En ruralité, il y a des endroits où ça fonctionne mieux que d'autres. La cantine aussi, je l'entends, mais moi, ça m'inquiète parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup d'enfants, le seul repas qu'ils font équilibré, c'est à l'école. Et c'est une réalité de terrain, vraiment, sincèrement. Donc, j'entends tout ça, hein, les universitaires. Bon, moi, je vois aussi tout le temps mes étudiants. Ça m'inquiète. Il faudrait qu'on trouve une solution pour que cette première année au moins, on puisse à un moment donné les faire revenir, ne serait-ce qu'une semaine dans le mois. Docteur Rachida Amy-Rose, je redonne la parole à Gabriel Attention après. Alors moi, je veux être très clair pour les cantines scolaires, il faut les fermer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne leur donne pas de repas. Dans le collège où est ma fille, depuis novembre, ils ont décidé de fermer l'école en octobre, ils mangent dans la classe aérée, ils ont même un repas chaud, ils ont un sac. Et ceux qui ne peuvent pas avoir du coup, les cantinières continuent à travailler, etc. C'est elles qui montent au bout d'un quart d'heure. C'est elles qui font le repas, en fait. C'est pas du repas amené de la maison. Non, parce que c'est les cantines qui distribuent, c'est très bien. Dans l'école où est ma fille, il y a plein d'écoles où c'est comme ça, c'est très bien. C'est super. Et du coup, ils montent. Donc le petit sac dans lequel il y a l'entrée et le dessert et le plat chaud qui arrive, ils mangent chacun à leur table. Et ceux qui ne peuvent pas faire ça, vous leur mettez un sandwich équilibré. Et ceux qui n'ont pas les moyens, qui sont assez pauvres, donnez leur deuxième sandwich qu'ils mangeront à 4 heures. Gabriel Attention, c'est une bonne solution, ça, non? Oui, mais bien sûr. Écoutez, moi, je dis pas fermons les maternelles, je dis pas ne faisons pas manger les gens. C'est absolument pas la question. Il y a plein d'arrangements possibles, comme l'explique le médecin sur le plateau, évidemment. Vous savez, il y a aussi une question du budget. Qu'est-ce qu'on a dépensé pour la jeunesse en cette période exceptionnelle? Franchement, c'est honteux. Le gouvernement a prévu, vous le souvenez, par exemple, moi, je commence à y penser. Un lycéen, ça coûte 7 000 € par an. C'est ce qu'on fait, 7 000 € par an, c'est simple. On a créé un stage de 2 semaines, qui s'appelle le service national, vous voyez, l'espèce de service militaire en 2 semaines. Ça coûte plus de 2 000 € par tête.
bon, moi je pose la question des priorités. Alors ces dépenses n'ont pas été enclenchées du fait de la situation. Mais si on est prêt à dépenser ça pour 2 semaines, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas 2 000 € de plus par lycéen pour essayer d'améliorer l'accueil en présence, le travail à distance? Et vous savez, il y a aussi des formes d'hybridation qui sont possibles. Soyons sérieux. Il ne s'agit pas de fermer, vous venez plus, etc. On peut imaginer que certains élèves aient le droit de venir prendre des documents au lycée, ils seraient accueillis, il y aurait des plages horaires qui seraient possibles. Il y a plein de formes d'hybridation possibles. Soyons honnêtes, c'est pas tout ou rien la solution. Merci Gabriel Attanzio, professeur d'anglais délégué SNES FSU. Merci d'avoir été en direct avec nous. Kevin Bossuet, une réaction? Écoutez, là, ça commençait bien, puis on a retrouvé les vieilles revendications syndicales du SNES FSU, avec notamment la question budgétaire. Je pense que c'est pas le sujet. Il est complètement immoral de ramener ça sur le devant de la table en pleine crise sanitaire. Alors moi, j'aimerais donner un bon point quand même au gouvernement et à Jean-Michel Blanquer, qui a compris qu'il fallait laisser ouvrir les écoles. Et là-dessus, franchement, c'est un bon ministre, parce qu'il a compris à quel point, lors du premier confinement, c'était désastreux au niveau de l'échec scolaire. Il y a notamment, pendant le premier confinement, une augmentation de 50% des hospitalisations des enfants, beaucoup plus de brûlures, beaucoup plus de fractures, et vous avez compris cela, et cela, bravo. Alors après, évidemment, qu'il faut aménager les choses. La question des cantines, je suis d'accord avec vous, pourquoi pas ne pas fermer les cantines et fonctionner avec des repas qu'on amène directement dans les salles de classe. Et c'est une bonne solution. Autre question qui se pose aujourd'hui, ça concerne les pharmaciens. Pourquoi est-ce que les pharmaciens ne sont pas autorisés à vacciner? Beaucoup commencent à s'énerver un petit peu du côté des pharmaciens. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont mis de côté dans cette opération vaccinale. Gilles Bonnefond, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Ça vous agace, vous, de ne pas être autorisé à vacciner? Bonjour. Oui, en fin de compte, ce que l'on constate, c'est que les patients nous demandent pourquoi ils ne pourraient pas être vaccinés en pharmacie. Donc pour l'instant, on n'a pas l'autorisation. Moi, je comprends la position d'Olivier Véran au mois de novembre et décembre, tant que le vaccin n'était pas connu, qu'il n'était pas commercialisé. Là, on a plus de 15 millions de personnes dans le monde qui sont vaccinées. Les vaccins deviennent bien sûr et beaucoup plus sûrs, puisqu'il n'y a pas très peu d'effets secondaires très rares, et que ce vaccin est bien toléré et efficace. Moi, j'ai compris que c'était pour des problèmes de stockage, en fait. Moi aussi, je croyais. Alors, ce n'est pas que des problèmes de stockage, c'est que pour l'instant, on met tout sous la responsabilité du médecin. Donc, c'est-à-dire qu'une infirmière qui voudrait vacciner à domicile serait obligée d'être accompagnée par un médecin pour pouvoir vacciner. Donc on voit bien que ce système d'organisation ne va pas fonctionner. Et l'arrivée de nouveaux vaccins va nous permettre certainement d'abandonner cette exigence de la présence de médecins chaque fois que l'on doit injecter un vaccin, comme on le fait pour la grippe. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de médecins dans une pharmacie ou dans un cabinet infirmier pour injecter le vaccin pour la grippe. Donc il faut qu'on arrive à la même chose pour le vaccin Covid, pour permettre à la population d'avoir un accès plus facile. Alors bien sûr, ça va prendre du temps, bien sûr, ça va être long, mais il faut faciliter le parcours du patient quand les vaccins sont sûrs. Et maintenant, on a assez de recul pour ça, pour pouvoir lâcher un petit peu l'exigence d'une présence médicale. Effectivement, on a entendu votre appel. Merci Gilles Bonnefond d'avoir été avec nous, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Vous êtes d'accord, docteur? Pourquoi est-ce que les pharmaciens ou une infirmière doivent être accompagnés d'un médecin pour vacciner? Ça paraît assez dément. Alors, c'est parce qu'il y a eu quelques cas d'allergie extrêmement graves qui ont terrorisé. Donc, il se trouve qu'il y a un cas sur 100 000. Donc, il a été décidé dans la stratégie initialement qu'il y ait la présence d'un médecin, pas obligatoirement le médecin qui fasse le geste. Donc, d'où la décision de réaliser les gestes dans des centres et même pas dans les cabinets médicaux. Ça veut dire qu'actuellement, on ne peut pas faire, nous, médecins, des vaccinations. Donc, on est sur quelque chose d'un peu progressif, évolutif et qui va se modifier. Donc, effectivement, quand on va se rendre compte que les risques d'allergie sont très mineurs, on va plus on va certainement décider aussi à partir des centres d'envoyer les médecins faire les vaccinations à domicile de leurs patientes. Il y a aussi la difficulté aussi que sur un flacon, vous pouvez utiliser 6 doses, donc vous les préparez, mais que vous avez 6 heures pour les... Donc il y a des petites complications. Il ne faut pas qu'il y ait de pertes, effectivement. Il faut pas. Et par contre, moi je pense qu'effectivement, dans la troisième, vers fin février, début mars, les pharmaciens devront vacciner. Par contre, les pharmaciens, ce qu'ils vont faire actuellement, lorsque les centres vont ouvrir la semaine prochaine, c'est eux qui vont récupérer les flacons décongelés dans leur frigo. Donc ça, c'est très important. Mais excusez-moi, je sais que ça ne se fait pas, mais je voudrais quand même revenir sur un point rapidement. Je me demande pourquoi le ministère de l'Éducation n'a pas changé la stratégie de retrait des enfants qui sont positifs, alors que leur stratégie avait été établie vers octobre-novembre quand on disait les enfants ne sont pas à risque de transmettre. Or, actuellement, avec le mutant et avec le pourcentage d'enfants qui sont positifs, il est urgent
que le ministre M. Blanquer change les recommandations qui ont été données. La semaine dernière, j'ai des patients qui sont venus, qui ont été contacts d'un enfant positif. L'enfant positif a été retiré de l'école et tous les autres enfants continuent à aller à l'école. Il faut qu'ils changent de façon très urgente les recommandations. On ferme la classe quand il y a un enfant positif et on isole tous les enfants de la classe. Pas l'école, la classe. Et ça, ils ne l'ont pas modifié. Et je voulais vraiment le dire parce que je suis confrontée à ça et les parents nous disent on ne comprend pas et je leur dis gardez votre enfant contact à la maison même s'il n'est pas positif et vous referez le test 3-4 jours après. Bon, je voulais... Non, c'est pas les recommandations, je peux vous le dire. C'est pas les recommandations. Je voulais juste, alors on a quasiment plus de temps, donc on va quand même essayer de le faire vite. Je voulais qu'on parle de cette information avec le docteur Hélène Gatto. Bonjour docteur, merci d'être avec nous, vous êtes vétérinaire. Cette information qui concerne 2 gorilles du zoo de San Diego en Californie qui ont été testés positifs au Covid-19. Moi, ça m'a interpellé cette information parce que je me suis dit, est-ce que nos animaux peuvent être connectés, peuvent être contactés par cette épidémie de Covid-19 ? Alors déjà, le fait que les gorilles aient été testés positifs, finalement, rien de trop surprenant à tout cela, puisque on sait que d'un point de vue phylogénétique, les primates non humains sont très proches des humains, donc on imagine que la protéine qui permet au coronavirus de rentrer dans les cellules humaines est très proche de celle que l'on retrouve chez les gorilles, donc pas trop de surprise par rapport à cela. C'est plus inquiétant par rapport aux populations sauvages de gorilles dans la nature. Vous savez qu'il y a du tourisme pour aller voir des gorilles dans leur milieu naturel. Il y a des confrontations entre des braconniers et des gorilles. Donc il peut y avoir transmission du coronavirus à des populations sauvages et une menace en plus chez des espèces qui sont aujourd'hui extrêmement menacées de disparition. Concernant les animaux aujourd'hui, les études sont toujours au même stade, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des espèces qui sont réceptives, c'est-à-dire qu'ils peuvent héberger le virus chez elles. Ce sont le chat, le chien, le furet, le hamster également et donc les primates non humains. Et des espèces qui sont sensibles, donc qui peuvent en plus exprimer des symptômes. Ce sont les visons et les chats. Chez les visons et chez les chats, il peut y avoir transmission d'un animal à l'autre. Et chez les visons, on sait qu'il y a transmission possible de l'animal à l'humain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une équipe de l'OMS qui est d'ailleurs partie en Chine pour savoir quel était l'hôte intermédiaire entre les chauves-souris et l'humain. Est-ce que ça ne serait pas justement une espèce de vison ? Et aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions par rapport à cela. Mais je tiens à rassurer tous les propriétaires de chiens et de chats aujourd'hui. Les animaux ne jouent pas de rôle dans la propagation de l'épidémie. Donc, on n'abandonne pas son chien ou son chat en ayant peur qu'ils nous transmettent le virus. En revanche, les mesures à prendre, c'est quand on est malade, on évite de faire des câlins trop proches à son chien ou à son chat. Voilà Ou à son gorille, oui. Merci beaucoup Hélène, désolé c'était un peu rapide, on vous prendra plus longuement dans l'émission parce que c'est toujours très clair et très intéressant de vous avoir en ligne. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à mes invités. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 sur CNews et Non-Stop People. Merci beaucoup, merci Alex et puis à demain, bye bye.